Chers amis et chers collègues, je vous parle donc de Phnom Penh au Cambodge, où notre société Pharnex a créé une filiale de pléothérapie qui s'appuie ici essentiellement sur l'utilisation de la médecine traditionnelle. Donc je ne peux pas être parmi vous. Je suis quand même heureux de vous parler des résultats de ce premier essai. Cet essai a concerné 80 patients qui ont été traités pendant un an, de la fin 2010. L'essai a commencé en fin 2010 et s'est terminé en fin 2012, avec 6 centres en France, à Marseille, à Limoges, à Lille, à Lyon, Nantes et à Paris. L'essai a été coordonné par le professeur Attarian de Marseille. Donc PXT 3003 est une combinaison à faible dose de médicaments déjà approuvés depuis longtemps. Il s'agit du baclofène, utilisé normalement, habituellement pour traiter les raideurs musculaires, mais aussi l'addiction récemment, comme vous savez. Naltrexone, qui est un médicament aussi contre l'addiction, et le sorbitol, qui combat la constipation. Donc avant de décrire les résultats, il sera bon de rappeler très brièvement ce que c'est qu'un nerf périphérique, comment il fonctionne. Évidemment, ce que c'est que la CMT1A, très brièvement, son évolution naturelle, le mécanisme d'action potentiel de PXT 3003, et le tout pour comprendre qu'est-ce qu'on attend de la chronologie, c'est-à-dire comment ça va se passer dans le temps et chez les patients, dans quel ordre pourraient s'améliorer les symptômes compte tenu de tout ce qui précède. Donc les nerfs périphériques, comme vous le savez, sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois sensitifs et moteurs. La partie sensitive fait percevoir, elle conduit l'influx nerveux de la périphérie vers la moelle, tandis que la partie motrice, celle qui fait bouger, conduit l'influx nerveux de la moelle vers le muscle. Donc voilà un nerf, pardon. Voilà, ici un muscle, voilà un nerf, voilà la moelle épinière. Donc un nerf est un agrégat de fibres nerveuses où l'axone ici, vous voyez, est en fait le prolongement, un étirement d'un neurone unique qui est présent dans la moelle épinière et d'ailleurs relié au cerveau par d'autres neurones. Une fibre motrice, par exemple, vous la voyez sur un zoom ici, voilà l'axone, la myéline qui entoure l'axone, qui a un rôle protecteur, isolant et nutritif sur l'axone. Donc l'axone est relié à la fibre musculaire à travers une sorte de prise électrique qui s'appelle la jonction neuromusculaire. Dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, notamment dans la forme CMT1A, l'anomalie résulte d'une augmentation d'une protéine de la myéline qui s'appelle PMP22, que vous connaissez. Et cette augmentation entraîne une détérioration progressive dans le temps de la myéline qui va finir par retentir sur l'axone, donc sur le fonctionnement de l'axone. Donc c'est bien une dysmyélination progressive au départ, entraînant un dysfonctionnement de l'axone et donc forcément du muscle. Donc au début, les symptômes sont très modérés, voire on ne s'en aperçoit même pas. Les enfants sont peut-être moins forts en gymnastique, les symptômes ne sont pas vraiment perceptibles. Ensuite, au fur et à mesure, la myéline continue à s'altérer, et donc la fonction des axones se détériore. Et au bout d'un certain temps, il peut y avoir, surtout à l'extrémité des fibres, une perte de l'axone, on appelle ça la perte axonale, dégénérescence, un mot que je n'aime pas du tout parce qu'il est un peu pessimiste, ça peut repousser, un nerf dégénéré. Donc, cette dégénérescence, à ce moment-là, les symptômes sont plus marqués et on a tendance à penser que c'est irréversible, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la moelle au muscle, il y a une grande variabilité de longueur. C'est-à-dire qu'il y a des fibres longues, des fibres courtes. Les fibres longues concernent, les plus longues, l'extrémité
des membres inférieurs. Alors les fibres des hanches sont plus courtes, évidemment les fibres de l'extrémité des membres supérieurs, des mains, qui arrivent aux mains, sont encore plus courtes, sont aussi courtes, et celles des épaules sont encore plus courtes. La maladie survient très progressivement en altérant d'abord les fibres les plus longues. C'est pour ça qu'on voit apparaître les symptômes d'abord aux extrémités des membres inférieurs, la cheville, le mollet, puis ça remonte vers la hanche. Puis à un moment donné, on voit apparaître plus tardivement des problèmes aux membres supérieurs, manque d'agilité des mains, et ça remonte vers le haut. Donc l'évolution naturelle fait que ce sont les fibres les plus longues qui souffrent d'abord, et la progressivité de la détérioration passe des membres supérieurs vers les membres, des membres inférieurs vers les membres supérieurs. Donc nous avons, au cours des dernières années, pour essayer de résoudre le traitement de cette maladie, décrit un réseau moléculaire très complexe qui est probablement valide dans toutes les formes de CMT, mais globalement, il concerne la myéline, mais pas seulement la myéline, il concerne aussi le neurone, et il concerne également le muscle. Donc ce réseau s'étend le long de tout l'axe de la moelle vers le muscle. Et vous voyez, les molécules sont indiquées par des cercles colorés. Insistons simplement sur les cercles rouges. Il s'agit des protéines du réseau qui sont ciblées par le mélange des trois médicaments. Et vous voyez que les cibles se trouvent dans la myéline et dans le neurone et dans le muscle. Ce qui fait penser que, voilà encore un schéma, l'axone, le neurone, l'axone, la myéline, la jonction neuromusculaire, le muscle. Le médicament va avoir un effet extrêmement varié. Il va agir en augmentant PMP22, ça a été démontré en laboratoire, mais il va agir aussi en protégeant les cellules de Schwann de la myéline de cette augmentation pathologique. Indépendamment de la myéline, il va protéger les axones, donc mieux les faire fonctionner. Il va même protéger les jonctions et même avoir une activité sur le muscle. Donc il a une action extrêmement complexe qui fait espérer qu'il aura un effet bénéfique. Donc pour voir cet effet bénéfique, on peut, évidemment, on va mesurer ce qui se passe chez les patients, mais on va utiliser aussi l'électromyographie qui peut apporter des informations extrêmement intéressantes et importantes pour comprendre si le médicament a marché. Donc l'électromyographie, beaucoup d'entre vous l'ont déjà subi, c'est pas très agréable, mais il est très utile. En simple, on prend un nerf, ici j'ai pris un nerf moteur, on met trois électrodes, deux le long du nerf, à une certaine distance, et la troisième dans le muscle. Par la première électrode, on envoie un stimulus électrique qui va déclencher un influx nerveux, comme un courant électrique, qui va, alors je le fais, voilà, il avance, il va arriver au deuxième point, on va pouvoir mesurer en combien de temps, donc apprécier la vitesse de propagation de l'influx, ça s'appelle la vélocité, puis il va continuer à progresser, il va arriver dans le muscle, qui va se contracter, et là on va mesurer un autre signal, qui va arriver après un certain temps, qui mesure, qu'on appelle la latence. Alors, ces deux vitesses, ces deux temps, la vélocité et la latence, traduisent l'état de l'axone avec celui de la jonction et du muscle quand il s'agit de la latence, et seulement du nerf quand il s'agit de la vélocité. Le signal que l'on recueille au niveau du muscle a une certaine, il arrive après un certain temps, c'est la latence, mais il a une certaine amplitude, une certaine hauteur. On sait que cette hauteur, on pense que cette hauteur est proportionnelle au nombre de fibres qui sont encore intactes. Autrement dit, si l'amplitude diminue, ça peut vouloir dire qu'il y a moins d'axones intègres. Donc en pratique, dans la maladie, c'est la myéline qui commence à s'altérer très vite, dès les premiers mois de vie.
Donc on va voir la vélocité et la latence se détériorer progressivement. Plus tardivement, il va commencer à y avoir des pertes axonales, donc on va voir l'amplitude, mais plus tardivement, se dégrader, parce qu'il commence à avoir de la perte axonale, puis ça continue dans le temps. Entre les deux, on va commencer à avoir des symptômes très minimes, pratiquement imperceptibles de l'aptitude physique chez les enfants. Ça commence relativement tard. Ils sont peut-être moins forts en gym quand ils sont jeunes, mais on va commencer quand même à avoir des petits handicaps apparaître. Et puis ce handicap va s'aggraver avec le temps au fur et à mesure qu'il y a perte axonale. Alors évidemment, une grande variabilité d'un patient à l'autre. Cette variabilité est imprévisible. Aujourd'hui, on ne sait pas prédire qui va avoir une forme plutôt active, une forme plutôt modérée. Dans tous les cas de figure, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il est logique que les fibres les plus longues souffrent, comme les fibres les plus longues souffrent les premières, vous allez voir apparaître les symptômes d'abord à l'extrémité des membres inférieurs, puis ensuite aux membres supérieurs. Voilà pour l'évolution naturelle de la maladie par rapport aux signes électriques et cliniques. Quand vous commencez un traitement, ce que vous attendez, c'est que dans ce traitement, en particulier PXC 3003, va agir sur la myéline. Donc la première chose qu'il va faire devrait augmenter, renormaliser la vélocité et la latence. Puis quand cette normalisation sera suffisante, on commencera à voir, ici en rouge, une amélioration des signes cliniques, et à l'inverse de ce qui se passe pour l'évolution naturelle, on devrait voir les mains, les membres supérieurs récupérés d'avant, de façon plus importante, ou avant les membres inférieurs. Et quand cette réparation myénique devient encore plus satisfaisante, et le temps que ça pousse, on pourra avoir l'amplitude s'améliorer, ce qui pourrait traduire effectivement une repousse axonale qui n'est pas impossible avec le médicament que l'on a, puisqu'on a montré en laboratoire que ce médicament était capable de faire repousser des axones, surtout quand ils étaient proches du muscle, quand la distance à parcourir n'était pas trop grande. Alors, il faut savoir que cette évolution de la maladie est relativement lente, je vous l'ai montré tout à l'heure, très pentue, mais en fait elle est très lente, et qu'en général, dans les maladies neurologiques génétiques, on s'attend plutôt à une stabilisation de l'évolution plutôt qu'à une amélioration, une récupération. Ça, c'est une vision aujourd'hui, on peut être plus optimiste, mais on s'attend plutôt à une stabilisation qu'à une récupération. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà ce qu'on attend. On traite, on va voir la vélocité et la latence s'améliorer, ensuite l'état clinique, puis très tardivement les axones s'améliorer, donc l'amplitude, avec éventuellement une recrudescence, l'amélioration des symptômes à ce moment-là. Voilà, de façon très simple ce qu'on attend. Donc l'essai clinique en lui-même, 1 an, 80 patients, 4 groupes de 20 patients, 20 sous placebo, un groupe à une dose dite faible, un groupe à une dose dite intermédiaire, un groupe à une dose dite forte. Mais la dose forte, comme vous l'avez le constater ici, est très faible elle-même, puisque pour le baclofène, c'est 1/10 de la dose habituelle, pour le naltrexone, c'est 1/100, et pour le sorbitol, c'est 1/5. Et la dose la plus faible, ce qu'on appelle la très faible dose, c'est 1/100, 1/1000, 1/50, donc sans faire de jeu de mots, d'humour, c'est presque de l'eau, mais on avait de bonnes raisons de penser, d'après la souris, les résultats chez le rat, pardon, que ça pourrait marcher. Alors voilà les 3 doses. La dose 1, une dose 5 fois plus faible, une dose encore 10 fois plus faible que la première. Donc, qu'est-ce qu'on a regardé? La première chose qu'on a regardé au bout d'un an, est-ce que ce médicament est inoffensif et bien toléré? Excusez-moi pour les diapositives en anglais, je n'ai pas eu un moment pour les traduire. Donc, premier point, est-ce que sécurité et tolérabilité? Deuxième point, est-ce qu'on peut voir que si parmi les 3 doses, une
aura une tendance à donner un effet bénéfique. Donc on a étudié beaucoup de tests, une batterie de tests. Alors là, il faut remercier les patients pour leur patience et les médecins pour leur persévérance, parce que la batterie était assez lourde. On a étudié des tests dits cliniques objectifs, des tests dits subjectifs et des tests subjectifs électrophysiologiques. Alors, test clinique, il s'agit des fameux scores qui définissent le CMTNS, qui définit la sévérité de la maladie, mais évidemment, même les auteurs aujourd'hui disent que ce score n'est pas adapté pour mesurer une évolution thérapeutique. Je vous rappelle que l'évolution thérapeutique est l'inverse de l'évolution naturelle. Le NLS est un score qui sépare bien les membres supérieurs des membres inférieurs, donc il aurait été intéressant de le faire. Les patients se rappellent, il fallait marcher 6 minutes pour voir combien de temps on parcourait, quelle distance on parcourait en 6 minutes. On a mesuré l'agilité des doigts et aussi la force des mains et des chevilles. Donc, ce sont des tests dits subjectifs. On a aussi mesuré des tests, excusez-moi, c'était des tests objectifs d'abord, là, les tests subjectifs, demandant aux patients et aux médecins s'ils étaient d'accord pour dire que ça allait mieux. D'accord. Et évidemment, on a mesuré en électromyographie latence, vélocité et amplitude. Les résultats sont plus rapides à expliquer à montrer que les explications. En simple, 3003 est totalement inoffensif et parfaitement toléré. Les tests subjectifs, opinion du patient et du médecin, comme d'habitude, c'est comme ça, ont été contradictoires et incohérents. C'est-à-dire que les médecins disaient le contraire de ce que disaient les patients. Et de toute façon, il faut savoir que pour une maladie neurologique, si jamais il y a récupération, on peut s'imaginer qu'il y a fatigue pendant le temps de récupération, ça peut durer longtemps, et même douleur au moment où les nerfs repoussent. Donc ces tests-là sont en général très peu considérés, et nous avons constaté effectivement qu'ils étaient contradictoires et incohérents. Les tests objectifs, la première remarque qui nous a simplifié la vie, c'est qu'il n'y a eu aucune différence pour tous les tests entre le placebo et la dose la plus faible, ce qui nous a permis de prendre les placebos et la dose la plus faible comme un seul groupe, donc augmenter l'effet statistique. Je rappelais qu'il n'y avait que 20 sujets par groupe, donc on a pu avoir 40 sujets, placebo, en fait 35, placebo et dose faible. Et la dose plus élevée, c'est la deuxième constatation, globalement cohérente de la façon suivante, c'est qu'après un an, avec cette dose 3, plus faible, quand on compare au placebo à la dose faible, avec l'ensemble des tests, alors l'ensemble des tests, en jaune ce sont les tests objectifs, cliniques, en vert les tests objectifs électriques. Vous voyez qu'en gros, en clignant des yeux, on voit très bien que l'ensemble des tests s'avère positif, sauf un. Si on a le temps, on expliquera pourquoi. C'est pas illogique d'être plutôt bas, de toute façon, c'est pas très significatif. Donc l'ensemble des tests cliniques et électriques se sont avérés toujours positifs, avec un qui s'est avéré significatif, c'est justement le NLS, et c'était principalement aux membres supérieurs, comme attendu, au début de traitement. Et, de façon intéressante, c'est surtout la latence et la vélocité qui sont apparus significatifs avec cette dose forte. Donc une autre façon de mesurer l'effet, de façon plus globale, a été de calculer ce qu'on appelle un score composite, dans lequel on a fait la somme de tous les effets pour chacun des tests. Je n'ai pris que les tests objectifs. Donc on a sommé les scores CMT classiques, l'ONLS, l'agilité, la marche, la force cheville et main,
et les mesures électriques. Et ce score, pratiquement, plus il est amélioré, plus globalement le patient est amélioré, même si lui-même ne s'en rend pas toujours compte. Donc vous voyez qu'à la forte dose, le placebo se détériore sur les 6 mois et 12 mois, il se détériore légèrement. La dose faible est pratiquement pareille. La dose moyenne est mieux que le placebo, et la dose forte est bien mieux que le placebo et l'autre dose. Je peux même vous dire que selon les statistiques, tout ça est significatif. La différence entre les 3 doses est significative. Ça veut dire qu'il y a bien un effet dose. C'est très important pour les pharmacologistes qu'il y ait un effet de dose. Et qu'on a à peu près une chance sur 1000 de se tromper en disant qu'il y a eu un effet positif du traitement globalement sur ces patients. Une chose très intéressante aussi, c'est que là, vous voyez qu'il y a une différence entre la forte dose et le placebo, mais on a été voir qu'il y avait bien une amélioration, et pas seulement une bonne différence entre le placebo et la forte dose, il y avait une amélioration par rapport à 0, par rapport à la stabilité, ce n'était pas seulement stabilisation, il y avait amélioration ici, dans cet échantillon, qui était significative, avec une chance pour cent de se tromper, en affirmant qu'il y avait une amélioration plutôt qu'une stabilisation. Donc je reviens sur... On a essayé de regarder dans quel ordre les paramètres évoluaient dans le temps. D'accord, ça c'est le temps. Et là, vous voyez la haute dose, de façon très simple. La vélocité et la latence, vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on en disait, elle s'est améliorée en premier, elle est devenue significative au bout d'un an. L'amplitude s'est améliorée très peu, et surtout tardivement. Et les signes cliniques se sont améliorés de façon modérée. Hein, je vous rappelle, environ 7% d'amélioration clinique et à peu près 14% d'amélioration électrique, ce qui est modéré. Mais dans un ordre chronologique et une significativité absolument surprenante. Encore plus intéressant pour les pharmacologistes, lorsque je regarde ces pentes pour la dose moyenne, avec l'amplitude ne change absolument pas, la vélocité augmente mais beaucoup plus modérément, ça reste significatif mais c'est très faible, et l'amplitude change très peu et très tardivement. Donc il y a bien un effet dose, il y a bien l'effet chronologique attendu, et même dans l'effet clinique, comme attendu, les signes s'améliorent surtout d'abord aux membres supérieurs, ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu une petite amélioration quand même de la marche chez certains patients. Donc les premières conclusions sont les suivantes. Sur un an, PXT 3003 est très bien toléré et n'a produit aucun effet indésirable. Plus qu'une stabilisation, on observe sous traitement une amélioration clinique et électrique assez modérée, mais globalement statistiquement significative, et qui semble logiquement plus détectable au niveau des membres supérieurs. La dose la plus élevée, qui reste néanmoins très basse, est la plus efficace. La chronologie et la topographie de l'amélioration des paramètres électriques et physiques sont cohérentes avec les hypothèses biologiques. En tout état de cause, aujourd'hui, seul un essai de phase 3 positif permettra un accès de PXT 3003 à tous les patients atteints de CMT1A. Et un tel essai permettra en outre de tester une dose 2 fois plus élevée, qui restera quand même encore 5 et 50 fois plus basse que les doses habituelles de ces médicaments. Évidemment, je pense, comme beaucoup de nos collègues, ça c'est le fruit de la réflexion de tous les investigateurs qui ont participé à l'essai. Nous pensons donc qu'un traitement plus précoce chez des sujets plus jeunes ou des enfants pourrait entraîner un bénéfice plus important, voire une prévention de l'apparition des symptômes. Donc voilà les résultats aujourd'hui. Je suis au téléphone avec vous pour répondre à toutes les questions. Je crois
collègues M. Lacour et M. Gonod sont là aussi parmi vous pour répondre à ces questions. Je vous remercie.